Je vais vous donner quelques chiffres pour commencer, parce qu'on quand on est parisien comme moi, ça tombe pas forcément sous le sens, mais la région Hauts-de-France est une des régions les plus attractives de France, mais aussi d'Europe. 126 projets d'investissement direct étrangers l'an dernier dans les Hauts-de-France. C'est la deuxième région de France en termes d'attractivité, derrière la région parisienne. Concernant les investissements industriels étrangers, c'est la région la plus attractive d'Europe sur les 3 dernières années. Ce n'est pas la région qui le dit, c'est une enquête de EY. Et enfin, concernant l'origine des investissements, on va en parler, mais les États-Unis sont restés en 2020 le premier pays investisseur dans la région. On va en parler avec vous, Yann Pitolet. D'abord, quels sont les critères d'attractivité pour faire venir des investisseurs étrangers? Alors, on en a parlé juste avant. Les critères, c'est d'abord la capacité à recruter, les compétences dont on a besoin. Ça, c'était déjà un sujet, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc, accès au talent, évidemment l'accès au marché. Et c'est vrai, de ce point de vue-là, on a quelque part un atout inhérent à la géographie, mais aussi aux infrastructures. C'est qu'on est particulièrement bien connecté, on est particulièrement bien placé. On dit toujours que la région de France est à 80 millions d'habitants dans un rayon de 300 km. Si vous mettez la pointe du compas sur Paris, c'est 40 millions d'habitants, c'est la moitié. Donc en réalité, on a, par cette localisation géographique, on a un atout majeur. Et puis, les autres critères, c'est évidemment le volontarisme. Parce que les projets, la plupart du temps, ne viennent pas tout seuls. Il faut aller les chercher. Et c'est là qu'intervient justement toute l'ingénierie qui a été mise en place par la région Hauts-de-France avec la Chambre de commerce. Il y a aussi un ADN, un savoir-faire. On en a parlé ce matin dans le retail, dans l'industrie. Ça aussi, j'imagine que ça séduit les investisseurs. Ah ben forcément, c'est-à-dire que les investisseurs, ils veulent aller là où il y a un écosystème qui leur est favorable. Et c'est vrai que nous, dans les slogans, les punchlines qu'on utilise, c'est systématiquement... Alors, on n'est pas bon dans tout dans les Hauts-de-France, mais quand on est bon, on est très très bon. Et quand on est premier dans l'automobile, premier dans la mobilité électrique, on le voit bien avec les gigafactories, premier en logistique, on a des positions leaders sur le retail, sur toute l'économie circulaire aujourd'hui. Ça, ce sont des éléments évidemment qui sont majeurs dans les décisions d'attractivité. À nos côtés, 3 chefs d'entreprise ou 3 responsables d'entreprise. On va parler rapidement de votre activité. D'abord, Twinner, agence de design et d'ingénierie. L'une de vos particularités, c'est que vous avez exporté votre savoir-faire parce que vous êtes présent dans plusieurs pays et notamment en Asie. Oui, très vite, on s'est développé à l'international. Donc, d'abord par nos propres moyens. On a développé l'Asie très très rapidement. Et ensuite, avec le soutien de la CCI de Business France, on a pu se développer. Aujourd'hui, on a 3 agences à l'international. On aura l'occasion d'y revenir. On va parler aussi de 2 entreprises qui, elles, ont fait le chemin inverse. Euraglo, vous fabriquez des machines pour effectuer de la granulation et du compactage. Et je crois que vous êtes filiale d'un groupe allemand. Oui, pas à l'origine, puisque c'est une entreprise que j'ai créée il y a 30 ans. Mais qui a été rachetée ensuite par une entreprise qui a elle-même été rachetée. Absolument. Donc vous avez des liens importants à l'international. Oui, absolument. Donc on est dans un métier de process qui démarre sur une technologie qui était très vivante dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque c'était une technologie qui visait à briqueter du charbon. On est dans le pays du charbon, vous savez. Donc cette technologie-là qui, paradoxalement, travaillait sur aujourd'hui dirigé vers de la récupération de matières premières secondaires pour en faire des produits, des matières premières utilisables. Et donc c'est une technologie qui forcément trouve toute sa place avec l'industrie du Nord-Pas-de-Calais et qui a pu, à partir de l'expérience développée ici, être exportée très largement. Anthony, vous êtes directeur Europe de BrandQuad. Alors à l'origine, c'est un groupe russe qui fait du data management pour permettre aux entreprises de réduire le délai de mise en vente. On a défini quels étaient nos critères. Donc c'était la qualité de vie pour pouvoir garder nos employés,
l'expertise retail qu'on ne peut pas trouver partout en Europe, la géographie, parce qu'on a des clients qui sont dans les capitales européennes, les Fortune 500, donc c'est l'Angleterre, le Luxembourg, la Belgique, Paris. Et ensuite le service. Donc pour nous, le bémol, forcément, c'était le niveau de l'anglais de l'administration. Mais finalement, avec le service et l'accompagnement qu'on a reçu, ça a largement compensé tout ça, parce qu'il y a les mécanismes de la French Tech avec les Talent Visa, parce qu'on a une DGFIP qui est très accessible quand on a besoin, et aussi parce que Business France et la BPI font très bien leur travail. Donc on est très content a posteriori d'être arrivé là, et surtout dans la région lilloise. Yann Pitelet, peut-être un commentaire sur ces 3 entreprises et sur le fait qu'elles soient implantées dans votre région? Déjà, merci. Puis vous avez fait le bon choix. Mais simplement d'un mot par rapport à Anthony, effectivement, on se connaît bien, on a accompagné BrandQuad, et je le remercie encore, lui et Philippe Denisov, le fondateur, un des cofondateurs, pour leur confiance. Parfois, ça ne tient à pas grand-chose. La décision. Tu te souviens, tu as eu des problèmes, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais tu avais des problématiques quand même qui étaient extrêmement opérationnelles, très très concrètes, ouverture de compte bancaire, conseil juridique. Et c'est vrai que le service qu'on apporte, c'est pas juste, comme on dit dans notre jargon, faire le numéro de claquette à l'autre bout du monde pour dire qu'on est meilleur ici qu'ailleurs. C'est aussi au quotidien, c'est comment je fais pour ouvrir un compte? Je vais te présenter quelqu'un et accélérer. Si tu me permets, je peux raconter l'anecdote. La première fois que je me suis présenté en banque pour ouvrir le compte de BrandQuad, on m'a dit d'aller ouvrir une boulangerie, parce qu'on ne pouvait pas prendre des fonds qui venaient hors de l'Union européenne. Et finalement, avec un peu de travail et en expliquant bien le business model de BrandQuad, 2 ans plus tard, on a une croissance qui est 3 fois supérieure à celle de l'année dernière. On a créé 8 CDI, on a 2 alternants, et là on a 15 postes ouverts. Donc c'est peut-être une goutte d'eau par rapport à certains autres acteurs, mais je pense que le tissu français est aussi fait de PME, et on a envie d'en faire partie. Pascal Hervieux, comment est-ce que votre actionnaire allemand regarde la région Hauts-de-France et ses spécificités et ses atouts? Il la regarde bien, parce qu'il vient de décider un investissement de doublement de taille de bâtiment, ce qui veut dire qu'il a totalement confiance dans la localisation. Et en fait, on est très au cœur de notre marché naturel qui est l'Europe. On va au-delà, puisqu'on a une activité très forte en Asie du Sud-Est aussi. Mais il est, d'abord, il n'est pas très loin, il est à 350 km d'ici, ce qui fait qu'il y a une proximité naturelle, et que, non, il est totalement convaincu. Quand il a mis il était persuadé que ça allait développer très fort, et ça développe très fort. Yann Pitelet parlait tout à l'heure de la localisation de la région. Évidemment, vous êtes proche de l'Allemagne, mais c'est une position stratégique. Oui, alors quelqu'un tout à l'heure disait c'est pas toujours très simple de vendre en Allemagne. Effectivement, quand on est dans le technique, c'est très compliqué, parce qu'il y a des a priori. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça, donc je l'ai vécu à contresens. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Comme on est allemand, on a beaucoup plus facilité à travailler avec les Allemands. Bon, c'est comme ça. Mais il faut être adapté aussi, il faut s'adapter à la manière de travailler. Parce que l'export, c'est une somme d'adaptation à des marchés et à des personnes. Donc, ça n'empêche pas qu'il faut être dans cette voilà. Antoine Chastan, vous avez fait la démarche inverse, vous avez exporté votre entreprise, vous en avez dit quelques mots au départ, vous êtes au Portugal, vous êtes en Chine, vous êtes à Taïwan. Comment est-ce que la région vous a accompagné dans cette démarche? Elle nous a apporté la structuration dans un deuxième temps, en fait. Nous, on a démarré la fleur au fusil. Ouais. J'ai envoyé des mails à des clients en Chine, etc. Et ensuite, elle nous a accompagnés en recherchant des clients, en améliorant le réseau qu'on pouvait avoir là-bas, et puis sur des recrutements, des choses comme ça. Donc ça nous a surtout permis un deuxième niveau pour accélérer sur ces pays. Ouais. Yann, justement, sur l'export, le fait que les entreprises de la région arrivent maintenant à se vendre à l'international, comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, pour Nord France Invest, nous, on s'occupe du flux entrant, donc d'attirer des entreprises. Mais la Chambre de commerce, avec CCI International, dans le cadre de la Team France Export, qui est bien structurée dans la région, avec Business France, avec l'ensemble du collectif, donc accompagne les entreprises, et je crois que ça se passe plutôt bien. Il y a aujourd'hui des vrais résultats de ce point de vue-là. Un point quand même qui est intéressant, c'est que
quand on implante une entreprise dans les Hauts-de-France, en fait, on contribue aussi aux exportations. Il faut savoir qu'à l'échelle de la France, 40% des exportations sont le fait d'entreprises à capitaux étrangers. Donc les deux sujets sont intimement liés en réalité. Les entreprises qui viennent s'implanter dans la région, on a parlé tout à l'heure évidemment des facteurs d'attractivité. L'équation financière, c'est forcément très important. Il y a une sorte de surenchère entre les régions quand il y a un projet d'investissement en France? Non, il n'y a pas de surenchère, tout simplement. Compétition? Alors, compétition, oui, mais elle ne se joue pas sur le facteur aide. Pourquoi? Parce que, et pour le coup, ça c'est vraiment bien, il y a une réglementation européenne qui fait en sorte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en termes d'aide. Donc, il y a des plafonds. En général, on fait en sorte d'être au plafond pour les projets qui sont structurants, qui ont un intérêt pour l'économie, et les régions qui le peuvent le font aussi. Après, j'ai coutume de dire que la première des subventions, c'est l'argent qu'on ne va pas dépenser. Et donc, de ce point de vue-là, on fait en sorte d'expliquer aux entreprises que, là, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'étais en visioconférence pour un projet américain. On est en concurrence avec la Pologne. Et je dois aller aux États-Unis dans quelques jours pour rencontrer des membres du board. Et je vais leur présenter un graphique qui montre la progression des salaires en France et la progression des salaires en Pologne. Et je leur démontrais, et ce ne sont pas des chiffres qui viennent de Nord France Invest, moi je fais de la promotion, on n'est pas censé me croire, mais c'est des chiffres qui viennent de gens très sérieux, de cabinets internationaux, qui disent que d'ici 4-5 ans, les courbes vont se croiser. Donc on est sur ces sujets-là en fait, c'est-à-dire qu'il y a dans certains pays, les coûts d'exploitation augmentent beaucoup plus fortement que chez nous, et donc au bout d'un moment, les écarts deviennent tellement faibles que c'est pas là-dessus que ça se joue. Et pour revenir à votre question, c'est pas non plus sur les aides publiques, en tout cas dans la concurrence entre régions. Maintenant, oui, c'est vrai, la région, on l'a vu sur notamment les gigafactories, à un moment donné, il faut accompagner ces projets, et la région n'hésite pas à le faire fortement en financement, mais c'est pour emporter la décision plus sur le principe de faire le projet. Vous parliez tout à l'heure de la manière dont vous aviez accompagné BrandQuad. La complexité administrative et juridique en France fait parfois peur aux investisseurs étrangers. Moi, j'ai travaillé pendant 19 ans pour des chaînes de télévision américaines. Chaque fois qu'il fallait développer quelque chose en France, ils étaient effarés par la complexité administrative de notre pays. Est-ce que vous leur servez de décodeur? Est-ce que vous les aidez? Oui, ça c'est un des métiers de base, une des fonctions de base d'une agence de promotion économique comme les Nord France Invest. De ce point de vue-là, les choses ont quand même pas mal changé, hein. Il y a eu des aménagements réglementaires, législatifs qui font qu'aujourd'hui c'est quand même moins compliqué qu'il y a quelques années sur tout un tas de sujets en matière de droit social, en matière de relations avec les administrations, même si c'est pas encore parfait. Après, dans les Hauts-de-France, je crois que ce matin, Xavier Bertrand en parlait dans son interview, on déroule le tapis rouge. Il faut savoir que dans les Hauts-de-France, on a créé quelque chose qui s'appelle le contrat d'implantation. On ne peut pas le faire pour tous les projets, on espère, mais en tout cas, l'idée, c'est d'offrir aux entreprises de la visibilité sur leur délai d'instruction, leur délai administratif. C'est, voilà, on s'engage. Votre permis de construire, vous l'aurez en temps de mois. Les autorisations d'exploiter, vous les aurez en temps de mois. C'est un document qui est signé par le président de la région, par le préfet, et par le président ou la présidente de la collectivité d'accueil. Ça, c'est un dispositif qui est unique en France. Néanmoins, vous êtes confronté à des lourdeurs qui sont françaises, des complexités et qui ne sont pas spécifiques à la région. Xavier Bertrand parlait tout à l'heure des impôts de production, c'est quelque chose qui est français et vous devez composer avec ça. Pour des investisseurs internationaux, devoir payer des impôts de production sur un chiffre d'affaires et pas sur un résultat, ça peut paraître aberrant. Oui, absolument. Après, nous, notre travail, c'est aussi de tout mettre en perspective et de montrer que il y a des sujets sur lesquels on est moins bon, il y a des sujets sur lesquels on va être meilleur. Et quand on regarde au final le bilan, aujourd'hui, la France est la première destination d'accueil des investissements étrangers en Europe. Les Hauts-de-France sont la première destination d'accueil sur les investissements industriels. C'est donc bien qu'on arrive quand même à rééquilibrer les choses. Maintenant, c'est sûr que si on arrivait à diminuer un certain nombre de lourdeurs ou de handicaps que vous signalez, je pense qu'on serait encore meilleur. Anthony, vous aviez dit tout à l'heure que c'était essentiel cet accompagnement, on va dire administratif et juridique. Pour vous, ça a été un facteur déterminant? Ça a été un facteur déterminant. Avant la complexité, nous, ce qui nous préoccupe, c'est la stabilité, c'est avoir de la visibilité. Et je pense que de ce point de vue-là, les choses s'améliorent. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à chaque mandature, il n'y ait pas de nouvelles règles qui s'imposent à nous.
Après, effectivement, nous, on a pu avancer et parfois on a eu des écueils. Nord France Invest nous a accompagnés, donc oui, c'était déterminant pour nous. Antoine, comment est-ce que vos partenaires allemands ou vos propriétaires allemands, je ne sais pas comment on peut les appeler, regardent cette complexité en France, ces lourdeurs administratives, eux qui sont quand même les champions d'Europe de l'organisation? C'est un cliché, mais c'est aussi vrai dans les chiffres. Non, c'est une réalité, mais bon, a priori, si vous voulez, il y avait une antériorité chez Euraglo, donc ils se sont fiés aussi aux résultats et à l'intégration d'Euraglo dans le circuit, dans le paysage, dans le Pas-de-Calais, ce qui fait que globalement, ils n'ont pas eu peur de ça. Ça n'a pas du tout été un problème. Au contraire, ils ont vu des compétences, ils ont vu des accès à des marchés qu'ils n'avaient pas, ils ont vu toute une série de choses qu'ils ne pouvaient pas avoir chez eux. Et ils ont aussi vu une approche marketing un peu particulière qui est la nôtre, qui n'est pas la leur, parce que vous l'avez dit, ils ont d'autres manières de travailler en industriel, d'autres manières d'approcher les choses. Mais on a aussi fait quelque chose qui est très allemand, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais est quand même une région où on a mis en place des groupements d'entreprises autour de process industriels, dont j'ai eu l'honneur d'être le président à un moment. Et ça, c'est une méthode de travail qui est, vous savez, on a beaucoup parlé de chasser en meute. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup aux vertus du réseau. Et on l'a fait à l'intérieur de nos propres procédés. Et je crois que ça aussi, ça a beaucoup attiré les Allemands à venir chez nous en se disant, tiens, ils ont une manière de travailler qui est proche de la nôtre. Une question peut-être qui fâche, mais est-ce qu'il a été question à un moment de transférer une partie ou l'intégralité de votre activité en Allemagne? Jamais. Lors du rachat? Jamais. Tout est resté exactement identique. Le reporting est un peu différent forcément, mais sinon le reste est resté tout à fait identique. On a l'accès à nos marchés, on a nos gammes, on les développe et on est absolument libre de les développer en harmonie, bien sûr, avec le groupe, mais il n'y a aucun souci. Au contraire, il n'y a que des apports. On va parler un peu de Twinner parce qu'on vous a peu entendu. Chasser en meute, c'est important. Vous, est-ce que quand vous êtes parti la fleur au fusil, vous l'avez dit, pour aller conquérir de nouveaux marchés, est-ce que vous y êtes allé avec d'autres entreprises de la région ou est-ce que vous avez dû vous débrouiller par vos propres moyens dans un premier temps? On n'a pas du tout chassé en meute, comme vous le disiez. Nous, on est parti un peu en solitaire au départ. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti de la fleur au fusil en se disant on peut y aller, on va exporter les savoir-faire. Et ce qui fait que on n'a pas chassé en meute, mais on a bénéficié de la meute finalement. Parce qu'il y a eu tout un territoire dans le design qui est notre secteur, avec des sociétés déjà implantées à Lille qui avaient déjà une belle image à l'international et qui nous ont permis de bénéficier de leur historique finalement. Comment est-ce que vos partenaires étrangers vous regardent le fait que vous ne soyez pas une entreprise parisienne ou de l'Île-de-France, mais que vous veniez d'une région? Pour la plupart, ils ne voient pas les villes françaises. On travaille avec les États-Unis, donc déjà ils connaissent Paris, on leur dit qu'on est à côté, ça passe très très bien, quoi. En Chine, non plus finalement. Donc c'est pas forcément une question qui se pose, la régionalité ne se pose pas en tant que telle, quoi. Ouais. Vous avez pour projet d'accélérer votre développement international? Tout à fait. Là aujourd'hui on est en Chine, donc dans le contexte actuel c'est un peu plus compliqué d'accélérer là-bas, mais on le fait. Et ensuite nous on veut déjà s'implanter en Europe et puis avancer sur l'Europe avant de partir dans les gros marchés que sont les États-Unis en étant implanté localement. On va vous laisser le mot de la fin, Yann. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à des investisseurs qui hésitent entre plusieurs régions ou même entre la France et d'autres pays européens? Alors, je risque de vous décevoir parce qu'en fait, on ne dit jamais deux fois la même chose. Parce qu'en fait, c'est intéressant. Notre discours est ciselé par rapport à chaque projet et au profil de chaque entreprise. Il y a les constantes. On l'a dit tout à l'heure, l'accès au marché, l'accès au talent, la qualité des infrastructures, la réactivité, etc. Et puis après, on va trouver à chaque fois le positionnement, l'offre qui va bien par rapport au projet. Donc c'est extrêmement varié. Il n'y a pas deux dossiers, il n'y a pas deux propositions qui se ressemblent en réalité. Mais après, un point que j'entends souvent dans la bouche des investisseurs qui nous font confiance, ils nous disent mais on est venu chez vous parce que vous êtes mort de faim, quoi. Enfin parce que vous vous accrochez
comme on l'a jamais vu ailleurs. Vous faites tout pour nous aider. Et si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à votre détermination. Quand je dis détermination, c'est pas Nord France Invest, c'est aussi les gens qui sont nos mandataires, nos mandants, pardon. Donc la région, la chambre de commerce, qui ont impulsé cette stratégie. Et c'est pas pour rien aujourd'hui. Les résultats, en fait, aujourd'hui, c'est juste le fruit d'une stratégie, d'une volonté depuis plusieurs années de mettre le paquet sur l'international. La transition écologique, les nouvelles technologies, comment est-ce que vous adaptez votre discours justement à ces nouvelles technologies pour attirer des acteurs ? Alors, il y a un élément qui est fondamental aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui en France et en Europe, on a un retour des grands projets industriels. On a parlé des gigafactories production de batteries. On a aussi aujourd'hui, on voit qu'on a tous les projets qui viennent en amont de ces gigafactories qui commencent à arriver. Et un point clé, c'est la décarbonation de la production d'énergie. Le fait qu'on ait en France une énergie qui soit décarbonée est un élément majeur. Donc oui, on utilise cet argument-là, et également on constate aujourd'hui qu'on a de plus en plus de projets qui sont liés à l'économie circulaire. Donc ce sont des sujets qui émergent, mais ça s'impose à nous quelque part. Ça nous va très bien parce qu'on s'inscrit aussi dans la stratégie REV 3 de la région, mais aujourd'hui ce sont des sujets qui sont incontournables à la fois en termes d'activité et en termes d'arguments qu'on présente aux entreprises, parce qu'aucune entreprise aujourd'hui ne veut aller dans une région qui n'est pas inscrite dans une dynamique de développement durable. Merci beaucoup à tous les quatre. On vous souhaite de rester la deuxième région de France après la région parisienne, et peut-être un jour la première, qui sait, en termes d'attractivité. Merci beaucoup.